cet épisode épique et exceptionnel de Mythbusters, James Cameron. Ouais, mon pote. J'hallucine, putain. C'est James Cameron. Il est face à un casse-tête. Oui, putain, je suis bien James Cameron. Des milliers de fans en furie se déchaînent sur le web en affirmant qu'il s'est planté. Il est vivant. Selon eux, Ne m'appelle pas Rose. Rose et Jack auraient très bien pu tenir tous les deux sur leur débris flottant et ainsi survivre ensemble au naufrage. Pendant ce temps, une session de sport nautique attend Carrie, Tori et Grant Je risque absolument rien. et Buster. Notre trio d'intrépides scientifiques se demande C'était absolument génial. s'il est possible de faire du surf d'un nouveau genre avec des fusées. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette la réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. On part à l'aventure. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, À la flotte. Grant Imahara Arrêtez cette voiture. et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, Adam et Jamie abordent une polémique qui vexe énormément un de nos téléspectateurs les plus célèbres. Salut. Salut. On va parler d'un mythe passionnant proposé par un téléspectateur très spécial. Qui ça? Le grand James Cameron en personne. Le type qui est allé au fond de la fosse des Mariannes? Exactement. Je pensais plus au réalisateur de film, mais oui, c'est bien lui. T'es en train de me dire que James Cameron réalise aussi des films? Effectivement. Ok. Et c'est quoi son mythe? Je crois qu'il vaut mieux lui en parler. D'accord. Salut James. Salut. Tu peux répéter à Jamie ce que tu m'as dit? D'accord. Ces derniers mois, depuis la sortie de Titanic en 3D, je reçois des douzaines d'emails chaque jour me disant que Rose a été égoïste, pour ne pas dire plus, et que Jack est un abruti. Qui sont Rose et Jack? Les deux héros du film. À la fin du film Titanic, Rose et Jack se retrouvent au milieu des débris du bateau qui vient de couler. Rose est perchée sur un morceau de bois, mais pas Jack. Il n'y avait pas assez de flottabilité pour deux. Et Jack fait le sacrifice suprême en mourant pour que Rose puisse survivre. Ces milliers de fans sont persuadés que c'est débile et qu'ils auraient pu s'en sortir tous les deux en partageant la même planche. J'aimerais que vous fassiez le test. Attendez, vous avez fait un film sur le Titanic? Tout à fait. Pourquoi ça? On connaît déjà la fin. Il sort pas souvent, hein? Non, en effet. Le film, deuxième plus grand succès de tous les temps, est loin d'avoir été un naufrage. Mais la fin a provoqué une tempête de protestations. Pour survivre dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, Jack et Rose tentent de se hisser sur un débris flottant et apparemment, une seule personne peut y monter. Jack, dans toute sa noblesse de héros, se sacrifie pour empêcher Rose de se noyer et ainsi lui sauver la vie. Mais beaucoup de fans de Titanic et de Mythbusters n'y croient pas. La boîte mail de James Cameron est inondée par une théorie selon laquelle les deux héros auraient pu survivre et ainsi raconter ensemble leur romance. J'aimerais donc que vous puissiez déterminer qui a raison. Ces prétendus fans ou mon film? Je crois qu'il faut commencer par la flottabilité. La question est de savoir si la planche aurait pu supporter deux personnes. L'autre problème à prendre en compte concerne la survie dans ces conditions glaciales. Ils auraient pu mourir tous les deux, planche ou pas. Exactement. Je vais commencer à petite échelle avec une planche et des personnages miniatures. Et moi, je vais préparer des tests d'hypothermie. Et je retourne balayer. Génial. Jamie se charge de quantifier et de reproduire l'hypothermie des héros tout en ronchonnant à propos du manque de logique en amour. Quant à Adam, il passe à la miniaturisation. Ok, le mythe en miniature, quel est le plan? Bonne question. Je vais commencer par jouer à la poupée. Je vais confectionner des poupées très précises de Rose et Jack. Précises en taille, mais aussi en poids.
Ensuite, je les mettrai sur une planche du même bois que l'original. Du chêne blanc. Oui, je mettrai le tout dans une bassine d'eau salée pour voir ce qui se passe. On verra que mon film avait raison. Peut-être. Ouais. Peut-être. Après avoir découpé et cousu les poupées à l'échelle 1/4, Adam va les lester. Mais le poids n'est pas si évident. Ce personnage fait le quart de ma taille. Alors, aura-t-il le quart de mon poids? Non! Je vais vous expliquer. Parce qu'on se trompe souvent. Voici un cube d'aluminium de 5 cm de côté. Celui-ci fait un quart de la taille, soit 1,25 cm. Celui-ci pèse 352 grammes. Et celui-là pèse 5,5 grammes. Même un peu moins. Mais comment obtient-on ce résultat? Le poids diminue proportionnellement à la racine cubique de la taille. On multiplie 3 fois car il y a 3 dimensions: longueur, largeur et hauteur. On divise donc 352 une première fois par 4, puis une deuxième fois, puis encore une troisième fois, et on obtient finalement 5,5 grammes. Génial, non? Et pour atteindre le poids requis à cette échelle, Adam remplit les poupées avec des haricots. Puis, il procède à la miniaturisation de l'accessoire principal de ce mythe. En utilisant le même type de bois, il divise précisément chaque dimension par 4. Après une dernière couche de magie hollywoodienne, Parfait. il ne manque à Adam qu'une baignoire remplie d'eau de mer salée. D'après mes calculs, 2 tiers de ce sac de 25 kg devrait suffire à obtenir la salinité de l'océan. Ensuite, je vais mélanger et utiliser un hydromètre pour m'assurer de la bonne salinité. Excellent. Nous avons la même salinité que l'océan. Bon, tout est prêt pour le test à l'échelle 1/4. J'ai la planche de bois sur laquelle Rose va flotter et j'ai une rose miniature lestée. On devrait observer une réaction identique à celle de la planche grandeur nature. Rose s'allonge dessus. Tiens, c'est... Waouh! Dans le film, on voit l'eau recouvrir presque toute la planche, et c'est exactement ce qui se passe ici. Jusque-là, tout va bien. Le goût de Adam pour les modèles réduits mathématiquement précis a fini par payer. Et maintenant, qu'en est-il du mythe en lui-même? Jack aurait-il pu survivre? C'est parti. Jack et Rose. Non, hop, 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 ils vont couler. Attendez. Ils n'ont pas l'air de pouvoir se maintenir à flot. Il semblerait donc qu'une fine couche de glace soit tout ce qui sépare ce mythe de la réalité. Le film serait donc crédible. La science est de mon côté. Donc, ce qu'on voit dans le film quand il essaye de monter sur la planche et que celle-ci lui échappe, semble assez précis. Et voilà. Il semblerait donc que tout le temps que j'ai consacré à créer des poupées à l'échelle et une planche en chêne blanc n'aura pas été vain. On a appris des choses importantes grâce à ces miniatures. En premier lieu, il semblerait que le comportement de la planche de bois qu'on voit dans le film est proche de la réalité. Elle flotte juste assez pour maintenir le corps de Rose hors de l'eau. Il apparaît aussi qu'elle ne flotte pas assez pour maintenir le corps de Rose et Jack hors de l'eau. Bien sûr, Jamie et moi allons tester ça grandeur nature. Effectivement, il est trop tôt pour crier victoire. Et voilà. Parce que la flottabilité n'est pas le seul problème. Pour savoir si le film est réaliste concernant la survie des naufragés, Adam et Jamie vont examiner chaque aspect de l'endurance en eau froide. Il est vivant! Place à notre mannequin thermique. Et voilà. Adam et Jamie vous annoncent la naissance de leur cyborg. À présent, Carrie, Tori et Grant s'apprêtent à réaliser un lancement aquatique explosif. J'ai un mythe que je rêve de vous proposer depuis que j'ai commencé à surfer. Lequel? Un surfeur californien s'installe dans le Midwest et se sent légèrement frustré. Laisse-moi deviner. Pas assez de vagues. Exactement. Mais au lieu de se laisser abattre, il décide de fabriquer un surf propulsé par une fusée. C'est une blague? Tu te fous de nous? Non, c'est génial! Il prend une fusée géante, l'attache à sa planche de surf et va surfer sur un lac bien plat. Ok, ça me plaît. Un truc qui fait pas de vagues. L'histoire raconte qu'une planche de surf modifiée a permis à son propriétaire d'atteindre une vitesse de 32 km/h pendant 30 secondes de folie. Mais une seule fusée, aussi démesurée soit-elle, peut-elle réellement transformer un lac paisible en terrain de jeu pour surfeurs? Ou ce mythe est-il voué à sombrer corps et âme? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'ai des doutes. Les grosses fusées produisent une poussée très brutale, sur une durée très courte.
C'est vrai, mais il faut quand même essayer. Commençons par mettre Buster sur un surf avec une très grosse fusée. D'accord, je connais l'endroit idéal. Admirez la beauté du paysage. Et c'est complètement plat. Il n'y a pas de vagues, mais c'est pas un problème pour nous. Aucun problème. Prêt à vous éclater? Ouais, façon Miss Buster. Voici notre Rocket Surf. Comme dans le mythe, une seule et grosse fusée. On va surfer, mec. Voici le support de notre fusée. Et voilà ce qui va à l'intérieur. C'est un moteur de classe K. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'épisode du siège éjectable de James Bond. 4 moteurs semblables sont capables de propulser un homme à 8 mètres de hauteur. Feu! Cette fois, on ne lutte pas contre la gravité. Alors une seule devrait suffire pour surfer sur un lac. Les détails concernant la fusée du mythe sont très difficiles à trouver. Aïe. C'est très confortable. Mais l'avantage de leur moteur fusée de classe K, c'est qu'il est à la fois puissant et disponible facilement, ce qui en fait un propulseur réaliste pour ce mythe. J'hallucine. On est en train d'installer une fusée sur un surf. Buster est prêt à surfer, et tout ce qu'il reste à faire, c'est la rampe de lancement. Au fil des ans, à force d'expérience en matière de fusée, on finit par comprendre qu'il est important d'avoir une fusée stable, en utilisant un système de rails. C'est exactement ce qu'on a là. Ce rail de guidage de 6 mètres devrait permettre de garder le surf bien droit, du moins sur les premiers mètres. L'équipe sait qu'un lancement stable est une condition nécessaire pour la réussite du test. Ça se présente comment? C'est bon, on est prêt! Voici le Rocket Surfer avec une seule grosse fusée. C'est parti dans 3, 2, 1. Ça avait l'air un poil dangereux. La poussée est énorme. Sacré saut périlleux. En effet, Grant, quand Buster a quitté le rail de guidage, il s'est retourné comme une crêpe. Ça mérite un 10 sur 10 pour le style. Son salto était magnifique. Le problème, c'est qu'on avait tout le poids à l'arrière de la planche. En plus, on avait une énorme puissance délivrée brutalement, ce qui a courbé la trajectoire du surf et lui a fait faire un saut périlleux. Réveille-toi! Il va s'en sortir? Non, il est mort. Mort. Buster est peut-être mort dans l'eau. Et le mythe n'en est pas loin. Mais l'équipe a quelques idées qui pourraient lui redonner vie. En 1912, le Titanic heurte un iceberg. Depuis, son épave repose dans les profondeurs inquiétantes de l'Atlantique Nord. Mais en 2012, le film subit une attaque en règle. Les fans sont furieux au sujet de la fin. Pour l'instant, M. Cameron semble avoir vu juste, du moins à l'échelle réduite. Ils n'ont pas l'air de pouvoir se maintenir à flot. La science est de mon côté. Mais les garçons ne s'arrêtent pas là. Pour tester les limites mortelles de l'hypothermie, ils créent une doublure avec un système circulatoire fait de cuivre supraconducteur emballé dans un gel ayant la même densité que la chair humaine. C'est complexe et très très cool. Ça devrait marcher à la perfection. Tout est dans la question de savoir si leur survie a été décrite de façon réaliste ou pas. En plus de la question principale, la planche était-elle assez grande? On voulait aussi vérifier si, avec ou sans planche, il aurait été possible de survivre à des températures identiques à celles de la nuit du naufrage du Titanic. On a besoin de savoir si Jack et Rose auraient pu survivre assez longtemps pour être sauvés. Pour répondre à cette question, on va devoir faire des tests d'hypothermie high-tech. Et le paramètre crucial de ces tests, c'est le temps d'attente avant le sauvetage. Pour ce test, on a besoin de savoir exactement combien de temps Rose a dû attendre avant d'être sauvée. Mais dans le film, c'est un peu ambigu. Quelle est la réponse? On la montre être sauvée par le 5e officier Lowe. Et d'après les témoignages de survivants, il aurait commencé ses recherches 20 minutes après le naufrage. Il a cherché combien de temps? Environ 45 minutes. Il a donc pu la retrouver entre 20 et 65 minutes après le naufrage. Plutôt 65, parce que dans le film, on la montre comme étant l'une des dernières rescapées. Il est prêt à abandonner au moment où il entend le sifflet de Rose. Disons qu'elle siffle après 63 minutes. Ça vous semble raisonnable? Oui, parfait.
Faites entrer le docteur Frankenheinemann. C'est comme si j'avais sorti tous mes vaisseaux sanguins et que je les avais posés sur la table. Toute cette tuyauterie, c'est le système cardiovasculaire de notre mannequin. L'idée est de fournir la même quantité de chaleur au mannequin que ce que fournit notre métabolisme. Pour ce faire, nous allons avoir un réservoir de sang qui sera en fait de l'eau. Cette eau sera aspirée par cette pompe et envoyée jusqu'à l'entrée de notre système vasculaire ici. Il est vivant! L'eau va circuler en continu. Ça ressemble à un battement de cœur. On peut dire que c'est réussi. Voilà pour la pompe cardiaque. Mais comment le mannequin va-t-il générer de la chaleur comme un véritable humain? Dans ce cas précis, le métabolisme de notre mannequin est remplacé par un chauffage d'aquarium de 300 watts. Il sera capable, dans des conditions neutres, de maintenir sa température corporelle à 37 degrés. Mais une fois immergé, il ne pourra pas se maintenir et sa température corporelle commencera à baisser. Nous mesurerons ça là-dessus, un thermocouple incrusté dans le tube d'entrée. Comme ça, on sera en mesure d'évaluer la vitesse à laquelle la température corporelle diminue. Ensuite, Pas mal, non? Jamie prépare un moule pour offrir à notre mannequin un corps en gélatine. Celle-ci est fondue avant d'être versée dans le moule. Maintenant, c'est un jeu de patience. On s'assied, on attend que ça refroidisse et bientôt, on ouvrira le moule pour voir quel genre de support de test hypothermique on aura à notre disposition. C'est parti. Adam et Jamie vous annoncent la naissance de leur cyborg. La doublure de Jack et Rose a fière allure. C'était effrayant, bouleversant et génial à la fois. Une fois branché, avec de l'eau à la bonne température coulant dans les bobines de cuivre, c'est encore mieux. Hé, Adam, Oui? viens voir ça. Regarde les bobines. C'est vraiment cool. Ça marche parfaitement. On dirait que ça chauffe la chair qui est autour des bobines. On voit exactement où ça chauffe. La température corporelle du mannequin est à 37 degrés, ce qui signifie que notre système cardiovasculaire artificiel peut lui fournir une chaleur corporelle équivalente à celle d'un véritable humain. Tout fonctionne. C'est génial. Il est maintenant temps pour lui d'aller nager. La légende veut qu'un surfeur non conformiste ait surfé sur un lac grâce à une grosse fusée. Buster, en revanche, n'y est pas parvenu. Mais tout n'est pas perdu. Bon, d'après ce qu'on a vu lors de notre premier test, on a un nouveau plan qui consiste à le coucher sur la planche. Ça va nous apporter deux choses. Tout d'abord, ça va abaisser notre centre de gravité, ce qui devrait aligner notre centre de poussée et, on l'espère, augmenter nettement notre stabilité. La deuxième chose, c'est que ça devrait prolonger la glisse. Ainsi, la traversée du lac pourrait ressembler un peu plus à du surf. Rappelez-vous que pour confirmer ce mythe, nos amis doivent faire en sorte que Buster surfe pendant 30 secondes en atteignant 32 km/h. Voilà, c'est bon. Rocket Surf en position allongée avec une seule grosse fusée dans 3, 2, 1... Hey, c'était plutôt pas mal. Regardez jusqu'où il est allé! Mais tu sais quoi? Ça n'a pas duré 30 secondes. Donc tu ne penses pas qu'on puisse se mettre debout sur la planche après le démarrage? Non, il y a trop d'accélération. Ça ne fait aucun doute. L'accélération est très forte pendant un temps très court. Il en faut plus pour valider ce mythe. Il est donc temps de passer au plan B. À l'évidence, une seule fusée est trop puissante et pas assez lente pour obtenir la glisse parfaite. On va donc devoir installer un système à plusieurs fusées. Ça va être délicat, parce qu'il va falloir trouver des fusées assez petites pour pouvoir les combiner et faire démarrer le surfeur doucement, sans le faire tomber. On devra aussi avoir assez de fusées pour qu'il puisse surfer pendant au moins 30 secondes. Enfin, il faudra pouvoir déclencher ces fusées au bon moment. Ça va être difficile, mais si ça a l'air sûr, je demanderai à la prod de faire le test moi-même. Bon, ce qu'on redoutait semble se confirmer. La grosse fusée a trop de poussée pour pouvoir surfer. Mais j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il a créé un assemblage de petites fusées. C'est pas une mauvaise idée. On peut prendre des petites fusées et les configurer de façon à avoir un démarrage progressif, avec une poussée qui ne déséquilibre pas le surfeur. On pourra peut-être prolonger la glisse et atteindre les 30 secondes dont parle le mythe. On peut commencer par te tirer sur un skateboard. On ira de plus en plus vite pour voir quelle est l'accélération maximum que tu peux supporter
sans tomber. Bonne idée! Cette valeur serait alors le seuil pour notre fusée. Quand on porte des protections pour une expérience scientifique, c'est jamais bon signe. Pour déterminer l'accélération maximum que Tori peut encaisser, Je vois pas ce qui pourrait mal tourner. ils vont faire accélérer la planche de plus en plus brusquement. Encore et encore, Waouh, c'était rapide. jusqu'à ce que l'accélération soit trop brusque et le fasse tomber. Accélération de Tori à 60% de la capacité dans 3, 2, 1... Exactement comme ça. Voici donc l'information fournie par l'enregistreur de données. Sur cet axe, on a l'unité de temps, et sur celui-ci, on a l'accélération. On peut voir que le sommet se situe à 0,8 G, ce qui signifie qu'aucun de nos tests de fusée ne doit franchir la barre des 0,8 G. Comme ça, on sera sûr qu'il pourra tenir debout. Donc, pour faire décoller ce mythe, il faudra que leur planche de surf dispose d'une plateforme de fusée produisant une accélération inférieure à 0,8 G, tout en atteignant les valeurs spécifiées dans le mythe, à savoir 32 km/h pendant 30 secondes. Le rocket surf. Le plan consiste à utiliser plusieurs rangées de petites fusées déclenchées par une succession d'allumages. Chacune de ces fusées délivre environ 900 grammes de poussée. La planche de surf et le surfeur pèsent 80 kg et on doit propulser cette masse à 32 km/h. On aura donc besoin de 20 micro-fusées pour cette première étape. Si ça marche, il faudra prolonger cette poussée, car ces fusées ne durent que 3 secondes. À ce stade, on devra déterminer combien de fusées sont nécessaires pour la deuxième étape et à quel moment précis la déclencher. Une fois la planche de surf parée et les fusées de Tori prêtes à rugir, le moment est venu de savoir si ce mythe va enfin atteindre la gloire. Pourquoi ce truc est si lourd? Parce que t'es gros. Voici l'installation complexe de notre expérience du jour. Tout d'abord, on va tendre un câble de guidage sur toute la longueur de ce canal vaseux. On va y placer la planche de surf, Largage réussi. qu'on reliera au câble de guidage. Après ça, il va me falloir une douche antibactérienne. Ensuite, on installera les fusées et quand on sera prêt, on les déclenchera. Allez, c'est parti dans 3, 2, 1, feu! Génial! Ça alors, c'était magnifique! Il y a eu une accélération lente et contrôlée et la vitesse de pointe voulue proche de 32 km/h a été atteinte. Ce mythe est en bonne voie. C'est super, on a une valeur de 0,6 G au lancement. C'est un peu moins que ce que nous prédisions, mais l'important, c'est que ce soit en dessous de 0,8 G. Ce qui signifie que Tori sera capable de rester sur la planche. Passons à la deuxième phase du test. Maintenant qu'on connaît la quantité nécessaire de fusée pour propulser mon poids à 32 km/h, il est temps de déterminer comment maintenir la glisse pendant 30 secondes. Je vais donc prendre la deuxième rangée de fusées et utiliser une mèche à retardement pour prolonger la poussée. Les fusées sont chargées. C'est parti. Fusée sur la planche de surf, phase 2, dans 3, 2, 1, feu! Vous venez d'entendre des scientifiques heureux. Au déclenchement de la première phase, on a eu un départ en douceur, puis la seconde phase a permis de prolonger la glisse comme ils l'espéraient. On a appris 2 choses importantes aujourd'hui. Premièrement, 20 fusées sont suffisantes pour nous donner une accélération de départ de 0,6 G, ce que Tori devrait pouvoir encaisser. Deuxièmement, on peut maintenir notre glisse et maintenir notre vitesse en retardant de 2 secondes le déclenchement de la deuxième phase. Il suffit simplement d'ajouter d'autres phases pour atteindre une poussée de 30 secondes. Par contre, je me demande si ça va me procurer de bonnes sensations de glisse. Est-ce que Rose et Jack auraient pu survivre sur un morceau de bois jusqu'à l'arrivée des secours? Tout se résume à savoir combien de temps le corps humain peut retarder l'hypothermie. On sait combien de temps le corps humain peut retarder l'hypothermie s'il est plongé dans l'eau. Mais si on est hors de l'eau avec des vêtements mouillés et que l'air est à la même température, y a-t-il une différence? Mon intuition me dit que oui, mais on va le savoir grâce au test. Tout d'abord, on va plonger notre mannequin entièrement habillé dans une eau à moins 2 degrés et voir en combien de temps il atteint l'hypothermie. Je suis très content de ne pas avoir à faire ce test moi-même.
Ensuite, on va le ressortir, le réchauffer pour qu'il retrouve sa température normale et le laisser avec ses habits mouillés dans un air à moins 2 degrés. On verra alors en combien de temps il atteint le stade de l'hypothermie. Il s'agit donc d'une tempête glaciale. Mais est-ce que c'est précis? Que pouvez-vous nous dire sur les conditions climatiques qu'ont dû affronter Rose et Jack? Il se trouve que nous avons d'excellentes archives concernant la nuit du naufrage. Et la température de l'eau était légèrement en dessous de 0 degré, c'est-à-dire entre -1 et -2 degrés. D'où les icebergs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la collision, la température de l'air était presque la même, autour de 0 degré. Mais au moment où Rose a été sauvée, vers 3 heures du matin, la température était descendue à -2 degrés. Votre comparaison à -2 est donc juste. Excellent. Avec l'approbation du réalisateur, Jack est réchauffé pour atteindre la température d'un corps humain et il est prêt à passer à l'action. La réalisation de ce test sera assez simple. Avec un peu d'aide, Jamie va plonger notre mannequin dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Je surveillerai sa baisse de température toutes les 30 secondes, jusqu'à sa mort. Après 10 minutes de chute radicale de la température corporelle, nous découvrons un aspect caché de la personnalité de Jamie, la tendresse. Comment tu te sens? Une vraie tendresse. Allez, mon grand. Quand on approche des 35 degrés, on se met à grelotter. Quand on approche des 33 degrés, on grelotte de façon violente et incontrôlée. Et c'est tant mieux, parce que c'est une réaction du corps pour nous maintenir au chaud et en vie. Quand on passe sous les 33 degrés, on arrête de grelotter. Et ça, c'est mauvais signe. Aïe! Cette eau est glaciale. À ce stade, notre corps est à 29 degrés. Il est bien parti pour mourir, dans un état d'engourdissement et de paralysie presque totale. Et à ce stade d'hypothermie, le symptôme principal est la perte de motricité. Jack aurait été incapable de s'accrocher à la planche et serait donc mort noyé. Votre diagnostic, Dr. Heinemann? Il est mort. Un diagnostic atteint bien avant les 63 minutes du délai de sauvetage. C'est plutôt bien parti pour l'authenticité des conditions de survie décrites dans le film. N'oubliez pas, les enfants, la seule différence entre science et négligence, c'est la prise de notes. Maintenant que le mannequin est revenu à sa température normale, étudions la survie sur la planche. 3, 2, 1, c'est parti! Hors de l'eau, à une température ambiante de -2 degrés, Rose aurait-elle survécu? Et si Jack avait pu monter sur la planche, aurait-il pu y avoir une fin heureuse au plus grand film catastrophe de tous les temps? 34,2. À ce stade, il grelotte violemment. C'est intéressant. En 23 minutes, notre homme hors de l'eau est à 32,6 degrés. Alors qu'au même moment, dans l'eau froide, il était à 32,2. Nos deux tests sont donc quasiment au coude à coude. En termes de conservation de chaleur, il n'y a donc qu'un très léger avantage à être sur la planche, excepté un aspect crucial. Il faut signaler que le mannequin vient de passer sous les 30 degrés, ce qui signifie qu'il est totalement engourdi et immobile. S'il était dans l'eau, il se serait noyé, mais ce n'est pas le cas. Ici, étant à l'air libre, il a une période de sursis. Il n'est toujours pas mort. Il lui reste une infime chance de survivre à son hypothermie. Il peut être sauvé. Sous les 27,8 degrés, la mort est inévitable. Mais à l'heure du sauvetage, la température corporelle du mannequin était au-dessus de cette limite. Encore une fois, le film est précis. Rose pouvait être à l'agonie, mais bel et bien en vie quand le canot de sauvetage est arrivé. Que retenir de tout ça? Si on est dans une eau et un climat glacial, il y a peu de différence entre le fait d'être dans l'eau ou hors de l'eau avec des habits mouillés. Mais il est préférable d'être hors de l'eau. Car quand on passe sous la barre des 30 degrés de température corporelle, on ne peut plus bouger ses membres. Si on est dans l'eau à ce moment-là, on finit par couler au fond de la mer comme un caillou. Si on est sur une planche, un bateau ou autre, on peut survivre jusqu'au sauvetage. Est-il vrai qu'avec aucune vague en vue, on peut propulser un surf avec une fusée? Tori, notre cobaye humain caché sous son élégante coupe afro, est bien déterminé à le savoir. Retournons sur notre plan d'eau situé dans le parc régional de Quarry Lakes. Je suis un peu stressé. Et si ça explose? Pour le lancement inaugural du fabuleux surf de Belleci avec une planche qui a été considérablement modifiée.
Contrepoids de la quille installé. On a mis une plaque de protection en acier pour que notre surfeur ne soit pas atteint par la chaleur des fusées. On a modifié la forme du surf en élargissant un peu son derrière pour lui donner plus de stabilité. En dessous, on a placé une tige qui parcourt la planche dans sa longueur et qui permettra à notre surfeur de rester en ligne droite. On a également lesté la quille pour ajouter de la stabilité. Je tombe! Voici le panneau de fusée. On a plus de 200 fusées. La première rangée de 30 va se déclencher. Ça va lancer le surf sans pour autant déséquilibrer le surfeur. Ensuite, il y a une mèche qui relie toutes les autres fusées. Toutes les 2 secondes et demie, une série de 15 se déclenchera pour garder une vitesse stable et maintenir la glisse à 32 km/h pendant 30 secondes. Ça va être démentiel. Mais avant de l'essayer, je veux m'assurer qu'on puisse surfer avec ça. Le premier essai sans fusée sera donc un test de stabilité pour vérifier qu'il est possible de surfer sur cette planche modifiée. Je viens en paix. Mais évite de reposer en paix. Tori est debout. Il cherche sa stabilité parce qu'on n'a encore jamais surfé sur cette planche. Il a l'équivalent du poids des fusées à l'arrière pour voir si c'est susceptible de le faire tomber. Il assure. Je crois qu'on va avoir droit à notre test de fusée. Les ajustements qu'on a fait sur la planche ont l'air de fonctionner. C'est stable. On peut y aller. Ouais! Maintenant, on va voir comment ça va se passer avec des fusées. La puissance. Une dangereuse et imprévisible poussée de 360 kg sera déclenchée par une mèche à retardement. C'est donc le cobaye de crash test non humain à tenter sa chance en premier. L'équipe doit savoir si c'est suffisamment sûr pour Tori. Il a l'air impatient d'y aller. Même installation qu'avant. Un rail de guidage sur l'eau et un allumage électrique pour déclencher à distance. Voyons ce qui va se passer. C'est bon, tout est câblé. On passe à l'action. Si c'est sûr, ce sera ensuite au tour de Tori. C'est parti! Buster sur le Rocket Surf. Dans 3, 2, 1... Bon départ! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ouais! Wouhou! Ouais! C'était génial! Le tout dernier test de Buster a été génial. Ça a très bien marché. C'est génial. Et il est pas tombé, il a surfé. Le dernier à-coup était un peu flippant, sachant que Tori va devoir faire pareil que Buster. Il est temps que je prenne la relève. Ouais! Ouais, t'es sûr? Bon, J'ai déjà choisi un magnifique bouquet pour quand j'irai le voir à l'hôpital. Et je suis sûre qu'il y aura très peu de points de suture. Non! Nous revoilà dans Miss Buster. Et lui, c'est James Cameron. En effet, je suis James Cameron. On est en train de tester une histoire très controversée. À la fin de Titanic, Jack et Rose auraient-ils pu monter tous les deux sur la planche et survivre? On a donc réalisé des tests à petite échelle dans une bassine de l'atelier. Mince alors, Jack. Et jusque-là, mon film s'en sort plutôt bien. Oui, puis on a testé l'hypothermie en profondeur. Votre diagnostic, Dr. Heinemann? Il est mort. Encore une fois, le film a raison. Dans l'eau, Jack serait mort avant l'arrivée des secours. Et Rose, qui elle se trouvait hors de l'eau, aurait pu survivre. Le mythe est donc confirmé, pas vrai? Pas tout à fait. Il est rare qu'on se base uniquement sur les tests à petite échelle. Le dernier test est toujours grandeur nature. D'accord, si vous voulez, mais les acteurs ne sont plus disponibles. Donc vous ferez Jack et vous, Rose. Attendez, je suis pas d'accord. Quoi? On est plus lourd que Jack et Rose. T'as tout à fait raison. De toute façon, il faut qu'on construise une planche. On n'a qu'à augmenter sa flottabilité pour l'ajuster à notre poids et on pourra la tester. Prête, Rose? On m'appelle pas Rose. Désolé. Le moment est venu de résoudre le casse-tête de Cameron. On a fait faire cette planche pour que ce soit une réplique exacte de celle du film, d'après des dessins fournis par le musée maritime de Nouvelle-Écosse. C'est le même bois, la même taille, et c'est ce qu'on va utiliser. Ensuite, on passe au rayon des costumes et on s'habille pour l'occasion. À la flotte. En plus de ça, je porterai cette réplique de gilet de sauvetage en toile et en liège confectionné par Adam. C'est exactement ce qu'ils avaient dans le film.
Et en parlant de précision, Jamie a peaufiné la question de flottabilité. La planche correspond au film, mais pas nous, on est plus lourd. On ajuste donc la planche pour lui donner la même portance et la même stabilité qu'avec Rose. Selon nos calculs, on doit augmenter son taux de flottabilité de 11%. Mais on ne se fie pas seulement aux chiffres. On saura qu'on est dans le vrai si visuellement ma position sur la planche ressemble à celle de Rose dans le film. Et figurez-vous que la ressemblance est frappante. Le test peut commencer. Le mythe est maintenant sur le point de sombrer ou de surnager. Jamie, je peux déclencher le chrono et lancer le test? Vas-y. Ok. 63 minutes avant le sauvetage. C'est parti. Top chrono. Ok, Rose. Je vais dire Jamie. Désolé. Voyons si on peut monter à 2 sur ce truc. Et comme le laisse présager le test miniature, ça s'annonce mal. Avec Jack se débattant éperdument pour se stabiliser sur la planche, le mythe semble destiné à prendre l'eau. Buster a survécu. C'est donc au tour de Tori Belleci, le rocket surfer. Pareil pour le danger. Mais avant que Tori n'affronte les dangers de la physique, quelques ajustements de sécurité sont nécessaires sur le surf. On a identifié 3 problèmes majeurs. Premièrement, le déclenchement de chaque étape. Cet ensemble de fusées est censé se déclencher en 15 phases successives. Lors du test, les 4 premières ont fonctionné, mais toutes les autres fusées ont ensuite explosé en même temps. Pour éviter ça, on retourne l'ensemble et au lieu de se déclencher de bas en haut, elles se déclencheront de haut en bas. Ainsi, la chaleur dégagée ne déclenchera pas l'allumage précoce des autres. Deuxièmement, la chaleur. Le mur de fusée produit assez de chaleur pour faire facilement fondre une feuille d'aluminium. On l'a donc renforcé avec de l'acier. On a également ajouté un bouclier thermique pour protéger Tori de la chaleur. Maintenant, si les fusées se déclenchent en même temps, comme dans le test, on a ajouté une 3e et dernière sécurité, une poignée et une butée pour qu'il puisse s'accrocher. Il déclenchera lui-même la réaction en utilisant ce boîtier déclencheur. On pourrait croire que tout ça est un jouet, mais ce truc, c'est du sérieux. Je risque absolument rien. Je vais m'éclater. Voilà, on y est. Je vais maintenant monter sur un surf équipé de 200 fusées à l'arrière. Alors, prêt à entrer dans l'histoire? Ouais, je crois bien. Je suis un peu inquiet. Il y a plein de risques. Toutes les fusées pourraient sauter en même temps. Le tableau pourrait prendre feu et me brûler. Allez, vas-y, on se retrouve de l'autre côté, on croise les doigts. Ok, on se retrouve de l'autre côté du lac. Mais franchement, j'échangerais ce moment pour rien au monde. Être sur un surf propulsé par des fusées, ça va être le plus beau jour de ma vie. Belleci 1, ici tour de contrôle. Prenez position à bord de votre surf. On est bientôt prêt? Ouais. Vérification des systèmes terminée. Vous êtes prêts à décoller? Dernière tentative sur le rocket surf. Allume la fusée! Allez, allez, allez! Dans 3, 2, 1, allumage. Lancement réussi. Ça va? Un homme à la mer. Un homme à la mer. Et oui, ce Belleci est décidément intenable. C'était un truc de dingue. L'accélération avait l'air absolument démente. J'ai réussi! J'ai dompté le rocket surf! Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Certaines fusées sont parties trop tôt. Du coup, il n'a pas eu la douce accélération qu'on espérait. Mais plutôt le genre de départ où on s'accroche à ce qu'on peut. T'as réussi! C'était génial! Rocket surf! Mais il a réussi. Il a tenu presque jusqu'au bout avant de tomber. C'était dément! Tu l'as fait! C'est allé tellement vite. J'essayais de garder mon équilibre. J'ai déclenché le système et en 2 secondes, j'étais au milieu du lac. C'était de la folie! De la folie, beaucoup de chance et une brillante prouesse technologique. C'est le genre d'expérience où un tas de trucs doivent fonctionner pour que l'expérience réussisse. Obtenir une glisse de 30 secondes à 32 km/h est un problème complexe, surtout à cause des fusées.
Elles sont lourdes, elles ont un centre de gravité élevé et le timing est crucial. Il y a peu de marge d'erreur. Cela dit, je crois qu'on peut tous s'acheter un billet de loterie parce que ça aurait pu tourner beaucoup plus mal. Mais ça s'est très bien passé. L'heure est venue de rentrer à l'atelier pour tirer les conclusions. On devrait l'agrandir. C'était génial. Vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai surfé sur une planche propulsée par des fusées. Alors plausible? J'ai vérifié ta vitesse maximale et tu n'as pas atteint les 32 km/h. Et tu n'as pas glissé pendant 30 secondes. En plus, on a dû utiliser plusieurs fusées au lieu d'une seule, comme c'était indiqué dans le mythe. Oui, donc basé sur ces paramètres, il est bidon. Ok, il est bidon. Mais c'était une expérience vraiment dangereuse. N'essayez pas ça chez vous, ça va sans dire. Prêt pour ce test? Ok, Rose. Je vais dire, Jamie, désolé. Voyons si on peut monter à 2 sur ce truc. La romance de Adam et Jamie sur le Titanic est-elle vouée à sa perte? Les premières tentatives de Jack pour monter sur la planche ressemblent beaucoup au film. La planche ne semble faite que pour une seule personne. Mais après avoir trouvé stabilité et équilibre, les choses s'améliorent. Ok, Un petit pas. à petits pas. Au début, je n'étais pas du tout stable. Comme dans le film et dans le test à petite échelle. J'avais l'impression que je pouvais tomber à tout moment. Ça nous maintient hors de l'eau pour l'essentiel. Si on était à des températures proches de 0 et en danger de mort, ce serait un vrai problème. Alors, j'ai eu une idée. Tu portes un gilet de sauvetage. Et si Rose nous offre un peu de sa flottabilité, mettons-le sous la planche pour en tirer le maximum. C'est cette astuce digne de MacGyver qui va porter le coup de grâce à ce mythe. La flottabilité supplémentaire fait une grosse différence. Ils ne luttent plus pour l'équilibre, ils sont tranquillement installés. Si tranquillement que Rose est même prête à faire une sieste en attendant les 63 minutes du sauvetage. 80% de mon corps est hors de l'eau et à l'air libre. Ouais, pareil pour moi. Si on arrive à garder cette position, je crois que c'est gagné. Bien que je sois en partie immergé et que nos tests aient montré qu'une fois mouillé et par temps froid, il y a peu de différence entre le fait d'être dans l'eau ou hors de l'eau, la planche nous donne quand même un avantage évident. Après 30 minutes à cette température glaciale, nos muscles commenceraient à se figer et on ne pourrait plus bouger correctement. Notre capacité motrice serait presque réduite à néant, ce qui serait synonyme de noyade si on était dans l'eau. Mais sur la planche, on pourrait presque être inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Et il y a une dernière chose que Jamie et moi ne pouvons pas démontrer au cours de cette expérience. Rose et Jack auraient très bien pu combiner leur chaleur corporelle pour se tenir chaud mutuellement. Ça leur aurait probablement laissé quelques minutes supplémentaires, qui auraient pu faire toute la différence. Jamie, on y est presque. 15 secondes. Je suis sûr que les intentions de Jack étaient très nobles, mais parfois, la sagesse est la meilleure des valeurs. Accroche-toi, Rose! Après tout ce qu'on a appris, je crois que la mort de Jack était inutile. Ne m'appelle pas Rose. Désolé. L'essentiel, c'est qu'on soit sauvés. On a parfaitement réussi à tenir sur cette planche, avec la majeure partie de notre corps hors de l'eau, pendant 63 minutes. James, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Commencez par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que le film avait raison concernant l'hypothermie. Jack se serait noyé et Rose aurait pu tenir assez longtemps pour être sauvée. La mauvaise nouvelle, c'est que d'après nos expériences, ils auraient pu tous les deux survivre sur cette planche. Ah bon? Il y a eu deux choses. La première, c'est qu'on a pu accrocher le gilet de sauvetage que portait Rose sous la planche. Du coup, ça nous a permis d'avoir un peu plus de flottabilité. La deuxième, c'est qu'on a été capable de se hisser tous les deux sur la planche. La majeure partie de notre masse corporelle était hors de l'eau. En se basant là-dessus, on peut dire que c'est plausible. Rose et Jack auraient pu survivre. Il y a un truc que vous pigez pas. Le scénario dit que Jack meurt, il doit mourir. Alors, peut-être qu'on a fait une erreur et que la planche aurait dû être plus petite. Mais ce mec devait y passer. Ça, on peut pas le contester. Non.